Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Il y a un article signé par Alain McKenna, qui est un journaliste, auteur et blogueur spécialisé en sciences et technologies, et également en auto, qui m'a beaucoup intéressée, et avec le titre d'ailleurs, « Internet est une énorme fraude ». Alors, je voulais absolument qu'on s'en parle, vous et moi, avec Alain. Alors, voilà, Alain est là. On va le brancher. Bonjour, Alain. Est-ce qu'on t'entend? Est-ce que tu nous entends bien? On va mettre du son. Ça va aider un petit peu. Moi, je ne t'entends pas. On va mettre du son. Enfin, alors, je vais expliquer en gros, en fait, cet article que vous pouvez trouver d'ailleurs qui a été publié dans les chroniques Opinion du Devoir. En gros, ça dit que avec le printemps arrive également la saison des arnaqueurs. Vous savez que depuis le premier courriel frauduleux, en fait. Plus. Voilà. Est-ce qu'on t'entend, Alain? Est-ce que tu es là? Oui, tu es là. Je pense qu'on t'entend. Je suis en train de raconter que tu écrivais dans cet article qu'on a identifié le premier courriel frauduleux aux États-Unis en 1978. Écoute, ça fait un bail. Aujourd'hui, on sait, en 2004, on a dénombré presque 4 milliards de courriels frauduleux tous les jours. Pour toi, c'est une énorme fraude. Explique-nous ça. Ben, en fait, c'est que l'idée de cette chronique-là vient du fait qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire sur Internet sans avoir à traverser une espèce de flaque de boue tout le temps, que ce soit des arnaques ou des faussetés, des tromperies. Et je me disais, ben, coudonc, ça, c'est nouveau, c'est récent. Il me semble qu'Internet, au début, c'était la liberté d'expression, c'était l'espèce d'utopie de plateforme numérique. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que non, il y a toujours eu cette part d'ombre dans le réseau qui, en 1978, s'appelait ARPANET. C'était encore quelque chose qui était en plus ou moins en développement aux États-Unis au niveau universitaire. Donc oui, ça fait partie un peu de la tradition, mais ça vient quand même, au fil du temps, assez irritant d'avoir toujours à traverser ces communications dont on n'a pas le goût nécessairement de voir ce qu'elles contiennent. Et elles sont... évidemment, il y a des outils, il y a des experts qui s'attaquent à tout ça, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y en a toujours de plus en plus, quoi qu'on fasse pour essayer de les éradiquer. Là. Puis d'ailleurs, dans ton article, tu dis que les courriels frauduleux ou trompeurs représentent à l'heure actuelle, tu blagues un peu en disant seulement 45% de tous les courriels échangés. J'ai envie de dire, c'est énorme, c'est quasiment la moitié. C'est comme un courriel sur deux, c'est une fraude. T'imagines? Exact. C'est épouvantable. Et je dis seulement parce que c'est une amélioration. Oui, comparativement à 2011. Ouais. 12 ans. Ouais, où au pire de la crise appelons ça la crise des pourriels, 80 quelques % des messages qui s'échangeaient sur les réseaux étaient des courriels trompeurs, frauduleux, c'était du pourriel, comme on dit au Québec. Puis, évidemment, à ce moment-là, on commençait à prendre compte, les fournisseurs, les entreprises sont impliquées dans ces outils-là. On commençait à réaliser qu'il existait des filtres qu'on pouvait placer dans la chaîne de communication. Donc, nous, on le voit pas nécessairement sur nos appareils personnels, mais au niveau des serveurs, au niveau des gestionnaires de messagerie, tout ça, on peut mettre des filtres. Et là, ça a enlevé une grosse partie du problème. Mais évidemment, les gens qui envoient des messages ont raffiné leurs outils aussi, puis on se rend compte qu'aujourd'hui, on a toujours le problème. Et il est de plus en plus difficile de l'éviter. Et ils sont de plus en plus sophistiqués, ces gens qui envoient des messages frauduleux. Exactement. Puis tu dis la proportion a baissé, mais dans l'absolu, il y a plus de messages frauduleux que jamais sur Internet parce que, puis tu dis même c'est encore pire si on ajoute les messageries directes, les applications de clavardage. En fait, c'est comme une job à temps plein finalement, essayer de pas se faire attraper par un fraudeur qui veut notre bien puis qui a des bonnes chances de l'avoir, là. On parle souvent de littératie numérique en disant il faut collectivement qu'on ait une certaine connaissance des outils numériques pour naviguer notre quotidien, parce qu'Internet veut pas être de plus en plus présent dans le quotidien de peu près tout le monde. Mais au-delà de savoir ce qu'est Internet, ce qu'est un téléphone, c'est quoi du Wi-Fi, et ainsi de suite, faut avoir cette espèce de finesse pour détecter les faux messages, les gens qui ont l'air tout à fait sincères, mais qui à la fin veulent juste prendre votre argent ou votre mot de passe ou peu importe, mais il y en a tellement que ça n'a plus aucun bon sens. Écoute, j'ai plus de négatif que de positif, on dirait. Exactement. Puis, tu vois, j'ai des chiffres là, de l'Association des directeurs de police. 37 000 Québécois ont été victimes de fraude l'année dernière, en 2023. C'est une augmentation de 15 % en 2 ans. Et il semble que les régions où il y a le plus de fraudeurs, en tout cas, plus de gens qui ont été fraudés, c'est Montréal, Montérégie, Capitale-Nationale, donc Québec. Laval et Mauricie aussi.
qui ont connu la plus grosse augmentation des cas de fraude. Là, c'est même 20% des gens qui ont été fraudés. Puis les fraudes les plus fréquentes au Québec, là, c'est l'utilisation frauduleuse de cartes de service, ordinateurs, vol d'identité. Et puis après, il y a toutes les fraudes de type grands-parents, fraude amoureuse également. Puis tu le dis dans ton article, tu dis on veut votre bien, on va l'avoir. On veut votre cœur, puis on risque de l'avoir aussi. Fait que c'est de partout finalement qu'on est attaqué par ces fraudeurs. Ouais, en fait, c'est pratiquement culturel parce que justement, il y a des applications des sites de rencontres, des applications de rencontres qui offrent des outils de retouche photo pour faire disparaître des éléments de la photo, pour dans le fond truquer sa propre image. Donc, c'est rendu légitime de tromper en fait les autres à travers les réseaux numériques. C'est rendu à ce niveau-là. Évidemment, ce qui est embêtant, c'est que c'est tellement répandu, il n'y a pas une seule solution. Il n'y a pas une façon de dire du jour au lendemain, prenons cette initiative, faisons cette démarche et réglons tout d'un coup. Mais c'est sûr qu'il manque un peu je veux pas dire d'éducation, mais il manque certainement d'encadrement ou d'une façon de se comporter, d'étiquette peut-être à apprendre quelque part pour utiliser, mais pour aussi décourager la facilité avec laquelle on peut soi-même, dans le fond, devenir, je vais pas dire un fraudeur, mais quelqu'un qui trompe un peu le message qu'ils envoient aux gens. Mais c'est intéressant, ça, cet aspect-là. Mais tu vois, en conclusion, si on avait une chose à suggérer à nos auditeurs aujourd'hui, à nos téléspectateurs, c'est faites vraiment très, très, très attention. Puis des fois, on bouge vite aussi. Tu sais, toute la techno nous amène à agir vite, à être prompt. Mm-hmm. Il faut prendre notre temps. Je pense qu'on peut dire ça, Alain. Quel autre conseil t'aurais, en terminant, à donner aux gens qui nous écoutent? Écoute, c'est comme dans tout le reste. Si ça a l'air trop beau pour être vrai... C'est pas vrai. C'est ça. c'est tellement... c'est louche. Ça a l'air tellement simple, dit de même. Hein? Mais c'est vrai. Exactement. Ouais. Alain McKenna, toujours un plaisir. Merci beaucoup et on continue de te lire, bien sûr. À la prochaine.